père est mort en 78 et quand j'étais à l'enterrement, je suis restée un petit peu après que les autres soient partis. Je me suis promenée dans ce cimetière, qui est un cimetière très ancien et très beau à Pise. Et, si vous voulez, je me suis aperçue que finalement, j'avais vu très peu mon père dans ma vie, parce qu'il était extrêmement occupé. Il enseignait à l'université. J'ai réalisé qu'au fond, la seule année que j'avais passée vraiment à côté de lui, c'était l'année 43-44, au cours de la guerre. Nous étions allés à Florence. Mon père avait quitté Bologne parce qu'il était un instant enseignant à l'université. Il était extrêmement connu. Et comme il était dans la résistance, il a choisi de faire partie de la résistance à Florence et nous habitions chez des amis. Mais nous avions une vie à peu près normale, c'est-à-dire que nous étions pas vraiment, nous étions cachés, mais pas dans le sens d'être enfermés dans un placard et de ne pas sortir. Nous sortions normalement le matin, l'après-midi, et souvent, papa m'amenait avec lui parce que ma mère surtout les poussait à m'amener. Elle pensait qu'un homme d'une quarantaine d'années avec un enfant était moins suspect que s'il était seul. Et dans les promenades qu'il me faisait faire mon père, d'abord c'était des promenades culturelles, parce qu'il m'expliquait les monuments, ce que c'était ici, un peu l'histoire de la ville. Et ensuite, souvent, j'ai réalisé qu'il faisait des choses, si vous voulez, il était un peu agent de liaison, c'est-à-dire qu'il allait chez des gens, apporter des choses, prendre des choses. Souvent, il me laissait dehors, il me disait « attends-moi ici ». Donc, lui pensait que j'étais une petite fille de 7 ans et que je ne comprenais rien. En réalité, j'avais très bien compris énormément de choses, bien sûr pas tout, mais beaucoup de choses, je les avais comprises. Et donc, après sa mort, si vous voulez, j'ai eu envie de résumer, un peu revivre cette période qui, dans mon souvenir, était une période assez sereine et assez heureuse, contrairement à ce qui était le cas d'autres enfants des familles semblables de bon âge. Lorsque Mme Soupino m'a proposé de traduire les textes de sa mère et de sa grand-mère et de faire une présentation générale des 3 témoignages, je me suis demandé dans quel ordre il fallait les présenter, s'il fallait les présenter dans le même ordre que dans l'édition italienne. Et finalement, j'ai préféré un autre ordre parce que je ne voulais pas donner éventuellement l'impression qu'elle avait écrit ses souvenirs en connaissant les témoignages de sa mère et de sa grand-mère. Et je crois qu'il fallait le faire, il fallait présenter les livres pour le lecteur dans l'ordre où ils avaient été découverts. Le texte de départ écrit, ce sont les souvenirs d'une petite fille de 7 ans dans la guerre. C'est un texte qui a été écrit uniquement sur ses souvenirs, et puis auquel s'ajoute la découverte de manuscrits, le manuscrit de sa mère, le journal qui a été tenu au jour le jour pendant les 2 derniers mois de l'occupation à Florence, donc avant la libération de Florence à l'été 1944, et puis les souvenirs de sa grand-mère. Souvenirs de sa grand-mère qui, à l'époque, d'ailleurs, n'étaient pas disponibles entièrement dans l'édition italienne. Une petite partie, enfin une moitié à peu près, qui correspond à l'évasion, à la fuite, au séjour en Suisse, était disponible. Ce qui précédait ne l'était pas encore et a été retrouvé ensuite. Alors, maintenant, il y a une édition italienne complète, mais au moment où l'on a fait le travail pour l'édition française, ce n'était pas disponible. Et je crois que c'était un ajout qui était intéressant. Je crois que le choix français était de mettre au cœur du livre français ces souvenirs d'enfance, réécrits des décennies après par une petite fille qui, entre-temps, est devenue psychiatre, psychanalyste, qui travaillait à la Salpêtrière à Paris, etc.
Voilà, et ça me paraissait intéressant pour cela. Mais en même temps, il était intéressant d'avoir ces 3 générations. Je choisis ces noms parce que quand il y avait des bombardements à Florence, on allait à l'abri. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de cave où se réunissaient, énorme, où se réunissaient tous les gens du quartier qui pleuraient, qui hurlaient, qui étaient terrorisés. Il y avait des prêtres qui disaient des prières, des gens aussi. Et puis, dans un coin, il y avait 2 petites filles avec une poupée, chacune sa poupée. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais une poupée aussi. Et donc, on était 3 petites filles, chacune avec leur poupée, qui avaient tous le même âge, toutes le même âge. Et donc, à un certain moment, une des filles me demande « Comment tu t'appelles ?» Alors moi, que j'avais juste eu les consignes de mon père, qu'on avait changé de nom, j'ai dit « Serpino ». Et elle me répond « Serpino, mais c'est le nom des serpents ». Le contexte, c'est un double contexte. C'est le contexte du fascisme et le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Entre-temps, le contexte des lois raciales. Mussolini est arrivé au pouvoir en 1922, la dictature s'est mise en place en fait en 25-26. Elle bénéficie d'un consensus assez large en Italie, au moins jusque vers 36-37, où le système se grippe. Et il me semble qu'à ce moment-là, alors les interprétations sont multiples, mais à ce moment-là, dans les années 30, pour des tas de raisons. D'abord parce que le consensus se grippe, ensuite parce qu'il y a la concurrence sur le marché de l'extrémisme européen de l'Allemagne nazie. Mussolini relance le totalitarisme en Italie, passe d'une dictature finalement qui a des aspects assez traditionnels, qui est une dictature par un État très fort, disons, qui est une statolatrie. Il passe de cette dictature à effectivement quelque chose qui correspond à une des potentialités du fascisme et qui a été sa potentialité essentielle, qui est le totalitarisme. Et l'un des moteurs du totalitarisme, l'un des modes de fonctionnement du totalitarisme, c'est la mise en mouvement de la société dans un but quelconque, qui a pu être la colonisation avec l'Éthiopie, qui a pu être la guerre. Le moins possible, d'ailleurs, le fascisme se méfie et ne veut pas de guerre, enfin, se lance dans des guerres qu'il perd, mais au départ, il rêvait de guerres courtes, victorieuses et sans risque. Bon. Et puis, qui est aussi la gestion de la haine et la désignation d'une minorité comme bouc émissaire dans la société, d'où les lois raciales de 1938. Bon, d'abord, moi, j'étais d'une famille qui était d'origine juive, mais qui ne pratiquait absolument rien. Donc, je ne savais pas si on était juif ou catholique ou protestant, si vous voulez. Ensuite, quand la guerre éclatait, bien sûr, les parents ne m'ont pas dit qu'on était persécutés en tant que d'origine juive, parce qu'à l'époque, ça suffisait. C'était pas la religion, c'était la race qui comptait. Par contre, la persécution antifasciste, je l'ai beaucoup ressentie. Premièrement, parce qu'on avait un facteur qui nous amenait les courriers et qui, à un certain moment, je ne dis pas qu'elle me maltraitait, mais me boudait en disant la poste arrivait censurée. Et donc, en disant, tes parents, ils ont des opinions épouvantables, comment peux-tu, pauvre petite fille, enfin, il faisait des remarques désobligeantes. C'est un milieu très intellectuel, par ailleurs, dans des domaines très variés. Giulio Sopino, donc le père de Valentina, est un ingénieur hydraulicien, professeur à l'université. De l'autre côté, le grand-père, lui, est pratiquement un des fondateurs de l'histoire de l'art comme discipline universitaire en Italie. Donc vous avez à la fois les sciences appliquées et puis l'histoire de l'art. Voilà. Et puis vous avez de toute façon un mouvement culturel général, puisque vous avez pour toute la famille un goût de la peinture. Pas seulement pour l'historien de l'art, mais une pratique de la peinture également, une pratique de l'écriture.
je suis psychiatre et psychanalyste, une des buts dans l'écriture de mon livre était de montrer l'énorme décalage qu'il y a entre les sentiments d'un enfant et la vision de la guerre d'un enfant et les sentiments d'un adulte. Et certaines choses qui préoccupaient beaucoup mes parents ne me préoccupent pas du tout. Je ne sais pas si je les comprenais ou si finalement même la mort pour un enfant ne signifie rien parce qu'il ne connaît pas vraiment la vie. Alors que pour mes parents, c'est sûr que l'idée qu'on aurait pu tous mourir, ça les effrayait beaucoup plus. Donc c'était ces décalages. Et pendant longtemps, j'ai eu l'idée que peut-être cette espèce de kyste sereine de ma vie, qui correspondait en réalité à une période tragique de l'histoire de l'Italie, de l'Europe même, était quelque chose que je m'étais construite. Comme si vous voulez, on sait, et moi, ayant fait des études de neurologie et de psychiatrie, je le savais très bien, que la mémoire n'est pas comme quelque chose qu'on met dans un tiroir et qu'on ressorte, mais qu'elle évolue et qu'elle change au cours du temps. C'est quelque chose de plastique et pas de stable. Et donc, je pensais, je peut-être rêver tout ça. On a affaire à quelque chose qui est un témoignage qui a beau être écrit 30 ou 40 ans plus tard, et un témoignage direct. Et par ailleurs, le témoignage de sa mère, là il y a un témoignage direct écrit au jour le jour, à chaud, etc. Donc on est dans des récits qui sont relativement immunisés contre la réécriture. Même comme cela, il y a des divergences, mais c'est tout de même très intéressant. Finalement, c'est une publication qui plaide pour la mémoire, pour une fois. D'habitude, on se méfie en tant qu'historien de la mémoire, mais on a vraiment quelque chose où la mémoire sert l'histoire.